Pascal Corradini, Bonjour Diane. on est ravis de te retrouver. Alors moi également. On va enfin avoir la suite de tout ce qu'on avait écrit dans Ouais. l'article du 3 décembre, Ouais, qui avec racontait plaisir. ta vie et ces moultes soucis que tu avais eus. Ouais, Et tu étais sorti d'un tunnel un peu difficile, Ouais. pour retrouver la joie d'enseigner. ouais. Et tu nous avais dit que tu allais voir pour une nouvelle école, Ouais, que tu avais ouais. des projets. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es, soit à peu près 7 mois après? Bah oui, complètement, avec plaisir. Bah, en fait, j'ai été, durant mon aventure, j'ai fait plusieurs interviews qui parlaient de pédagogie alternative, puisque déjà il y a 5 ans, j'avais cherché à créer une école alternative dans ma région. Au dernier moment, il y a 2 membres de l'école qui s'étaient désengagés et du coup, je n'avais pas pu le faire, mais j'avais déjà cherché à quitter l'institution à cette époque. Mhm. Et là, donc du coup, j'ai aussi un cheminement de recherche. Je suis en recherche de ce qui caractérise d'autres pédagogies, des pédagogies alternatives, que du coup depuis 5 ans, j'expérimentais avec mes étudiants, donc j'ai observé les effets. Bon, j'expérimentais déjà avant, Oui. j'ai visité plusieurs écoles alternatives à l'époque et j'ai lu plusieurs ouvrages et j'ai découvert aussi la pédagogie du troisième type de Bernard Collot. En fait, j'en ai parlé dans plusieurs interviews et un membre de l'école, donc une maman en l'occurrence, m'a capté et s'est dit tiens, un membre d'une école alternative, celle de URUF, qui s'appelle l'école des possibles, m'a écouté et s'est dit tiens, comme notre directrice souhaite partir, peut-être que potentiellement Pascal il souhaitera être directeur de notre école. Donc j'ai rencontré les membres de cette école et j'ai trouvé vraiment une équipe vraiment formidable et j'ai décidé effectivement, j'ai souhaité être directeur de cette école avec grand plaisir et depuis donc, le mois de septembre 2022, je suis directeur de cette école et je me souviens parce que j'ai rencontré les membres de cette école en juillet et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si j'allais retourner à l'IUT. Franchement, j'étais encore en désarroi suite à mon aventure. Et je me suis dit, je me disais déjà, tiens, si je reprenais à mi-temps, peut-être que je supporterais, etc. Et puis alors, le fait d'avoir cette perspective d'être directeur de cette école m'a donné très envie de reprendre à mi-temps. Donc, Alors, directeur, est-ce que ça veut dire que tu enseignes là-bas aussi ou pas? alors oui, je fais aussi, en fait c'est une école parentale, donc les parents aussi enseignent. Il y a une facilitatrice qui est à mi-temps, qui est rémunérée, mais tous les autres membres sont bénévoles. Et je suis directeur bénévole également et j'ai souhaité aussi être enseignant, facilitateur dans cette école un jour, une demi-journée à une journée par semaine. Donc surtout que cette école, elle n'est pas tout près de chez moi, elle est à peu près à 1h30 de route. Donc du coup, voilà, il faut que je jongle un petit peu. Donc en fait, j'ai eu envie donc de reprendre à mi-temps. Déjà à mi-temps, pourquoi? Parce que pour me protéger aussi du système, je ne savais pas comment ça allait se passer mon retour à l'IUT. J'ai eu raison parce que j'ai tenu 2 mois. En fait, au mois de novembre, je contacte que je suis dans une sorte de voie sans issue, pardon, parce que je percevais que j'allais devoir mettre des notes fin janvier. Et comme je l'ai expliqué dans la précédente interview, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas juste pour moi par rapport à la notation. Donc, je ne voulais pas remettre 20 sur 20 à mes étudiants. Voilà. Quelque part, il y a quelque chose qui était dissonant en moi. Et j'avais plus qu'une solution. Je suis allé voir ma directrice, puisque le directeur précédent a été remplacé par une directrice récemment. Ensuite, je suis allé voir d'autres collègues
pour discuter avec eux, voir s'ils pouvaient me donner quelques pistes. J'en ai pas trouvé et du coup j'ai décidé de m'arrêter. Je suis en maladie ordinaire depuis ce temps-là parce que j'ai pas trouvé de solution pour me trouver bien dans l'institution. Alors, les notes, c'est Ouais, vrai qu'on en avait parlé ouais, pas mal dans l'article. bah oui, Pour toi, ça représente un rôle de dominant, ouais, ouais, dominé, un rôle négatif qui emmène dans ouais, la compétition, qui pour toi n'est pas du tout tout à cette fait. notion qu'on devrait avoir dans la vie, mais C'est plutôt aller vers la coopération. c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, effectivement, tu t'étais contraint un petit peu et puis tu t'es rendu compte que tu pouvais pas. C'est ça. Puis, je me suis rendu compte aussi, et pendant toute mon aventure, j'ai discuté avec des enseignants, j'ai discuté avec des étudiants, j'avais constaté toute ma carrière le mal vécu lié aux notes. Et le mal vécu, deux collègues, moi j'ai des collègues à l'IUT qui m'ont dit, moi je me suis toujours demandé pourquoi je corrigeais mes copies tardivement, j'arrivais pas à corriger mes copies. Mais c'est uniquement parce que derrière il y a la note et c'est insupportable pour nombre d'enseignants. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul en fait. Et quelque part, voilà, je me suis dit, bah, j'ai pas de solution, donc je me mets en arrêt maladie et je verrai. Et donc du coup, je suis en arrêt maladie encore. Est-ce qu'en fait, tu as toujours eu ça et que finalement, en allant dans des recherches de méthodes d'éducation Ouais, alternatives, finalement, tu as glissé et le fait de trouver d'autres possibles t'a confirmé ce que tu ressentais malgré tout. absolument. Hein, c'est Ouais, ça, hein. c'est vrai. Et alors, et aussi, bah, par rapport à la problématique de la compétition que je dénonce, bah, j'ai trouvé la possibilité, une vraie possibilité de mettre en œuvre la coopération, parce que c'est ce que je vis aujourd'hui au sein de l'école, la coopération. Donc voilà, c'est une réalité, une évidence aujourd'hui pour moi. Et, euh, et là, bah, je me trouve à nouveau en difficulté puisque j'ai encore 8 mois avant la retraite à faire. J'ai souhaité reprendre à plein temps cette fois à l'IUT et je ne sais pas si je vais y retourner, tout simplement. D'accord. Voilà. Je sais pas si. Il y a plusieurs options. Soit je vais dire, ben, essayez de me trouver, essayons de trouver une solution pour faire en sorte que j'ai pas à mettre de notes. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est impossible puisque le système l'impose. Il y a un nouveau diplôme qui s'appelle le Bachelor universitaire de technologie qui, en plus de continuer à imposer, à noter nos étudiants, les évalue de façon encore plus maltraitante, contraignante, etc. Euh, et du coup, je vois pas comment je vais pouvoir m'intégrer pendant ces 8 mois. Et je suis à un moment aussi de ma vie où je ne peux plus vivre une seule journée, j'ai envie de dire, en faisant des choses qui ne me correspondent pas. Donc voilà, je vais bien voir comment ça va pouvoir se négocier. Et c'est vraiment question de dire non sans émotion. Donc là, je vais pouvoir dire non à ce qui m'est proposé dans le système. Je vais voir en face comment ça va réagir. Et puis, eh ben, forcément, je vais avoir un choix à faire. L'institution aura un choix clair à faire. Et ce sera tranché, quoi. Je sais qu'il y aura quelque chose de tranché qui découlera. Est-ce que tu crois que pour arriver à dire non, finalement, Ouais. il faut avoir trouvé sa voie? Est-ce que, parce que c'est un peu ce que ça m'évoque dans ce que tu me dis là, en fait, d'avoir compris quelque chose ou d'avoir expérimenté autre chose? C'est complètement en lien. Hein. En fait, C'est cette voilà. fameuse troisième voie, mais qui Ouais. cette fois est individuelle. Et c'est c'est l'invitation des pédagogies alternatives, en fait c'est une invitation de la pédagogie, de la véritable C'est ça. façon d'apprendre. Une fois de que tu faire l'as goûté, tu peux apprendre. plus revenir en Bah, on peut plus arrière parce revenir que en du arrière. coup, Ah ce qui te oui. semblait déjà, ce que tu pressentais Ouais. comme étant ne pas répondre à ce qu'il fallait avant, là, ça te semble évident. En Bah fait. oui. Ça met en évidence l'incohérence du système Mais oui, précédent. oui. Je vais même plus loin, ça met en évidence la stratégie du système de maintenir dans la prison liée à la compétition tous les individus de la société. Et ça commence au niveau de l'éducation, tout simplement, en fait. Voilà. D'accord. Alors, dans ton école, directeur, est-ce que tu avais déjà Ouais. eu un poste de directeur ou qu'est-ce que ça implique comme fonction peut-être que tu avais déjà ou pas exercé?
Alors, j'ai eu plusieurs postes à responsabilité. J'ai été responsable de formation pendant une quinzaine d'années. J'ai été directeur des études. Je connais les postes à responsabilité. Donc, bon, le directeur, il fait le lien entre l'éducation nationale et l'école. Voilà, on a un côté administratif, voilà, une liste des enfants, caractériser la pédagogie. Le directeur aussi est là pour que l'école soit en équilibre, donc gérer des conflits s'il y en a, etc. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que il est là pour permettre la mise en œuvre, faciliter la mise en œuvre de la pédagogie. Et la pédagogie, qu'est-ce qui la caractérise? En fait, il se trouve que dans une école alternative comme l'école des possibles, il y a vraiment quelque chose de caractéristique qu'il n'y a pas dans l'institution. Je dirais que c'est comme si dans cette école alternative, il y a un terreau pour l'épanouissement de l'enfant qu'il n'y a pas dans l'institution. Moi, en l'occurrence, à l'université, il n'y a pas de terreau pour l'épanouissement de l'étudiant. C'est clair, hein. Aujourd'hui, c'est en clair pour moi. Et ce terreau, c'est quoi? C'est déjà... c'est déjà une forme c'est déjà dans la question de la liberté de l'enfant, en fait. Déjà, on respecte le rythme de l'enfant. On s'intéresse, on s'inquiète, on considère l'enfant. C'est vraiment l'apprenant au centre, mais c'est ce que revendique l'institution, mais ce qu'il n'applique pas, en fait. Mais l'enfant au centre, il faut vraiment aller voir ce que ça représente. C'est vraiment... percevoir si l'enfant est bien, pas bien, même discuter avec les parents pour savoir s'il y a des soucis. On a vraiment un dialogue. Alors, ce qui est caractéristique à l'école des possibles, c'est que c'est une école parentale. Donc on a la triade parents, enfants, éducateurs qui fonctionne en permanence relationnellement. Donc, quand il y a un souci, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant, c'est révélé, c'est géré de la meilleure façon possible. Mais du côté de l'enfant, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a le respect du rythme de l'enfant, et il n'y a évidemment pas de notes. C'est une école hors cadre, donc du coup, on a une liberté pédagogique, donc on n'a pas de programme. On n'a pas de programme, on est hors cadre de l'éducation nationale, mais je tiens à dire qu'on a un cadre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cadre. On a un cadre et c'est nous-mêmes qui le définissons. C'est l'école qui le définit par rapport à la meilleure façon que l'on voit d'accompagner l'enfant. Parce que on est là pour éduquer des enfants. La racine latine de éduquer, c'est educare. Educare, c'est conduire, accompagner hors de, c'est-à-dire sur un chemin. Donc, et le chemin, c'est celui de l'enfant. Et l'enfant, il a ce qu'on pourrait appeler une boussole intérieure. Plus que l'adulte, puisque nous, on est quelque part pollué, on a été pollué par la société déséquilibrée, on va dire, et l'enfant, il ne l'est pas. Donc, il l'est déjà un peu par le milieu familial, mais on voit bien que l'enfant, jusqu'à ses 3-4 ans, on va dire, il a cette boussole intérieure. Donc, si à cet âge-là, jusqu'à cet âge-là, et après, évidemment, on écoute l'enfant, on le suit, on le guide, on le conduit, sur le chemin, sur son chemin, à partir de sa boussole intérieure, c'est gagné. On le construit et il apprend. L'enfant, il sait très bien que ça va être plutôt ceci qu'il a envie de faire. Il a plutôt envie de dessiner maintenant. Il a besoin de se reposer. Il a besoin d'aller dans la nature. Il a besoin de, je sais pas moi, d'apprendre à compter, d'apprendre à écrire. Il faut l'écouter. Il sait. Et il faut le stimuler, évidemment, il faut lui proposer. C'est le respect de l'enfant comme le respect de l'adulte. C'est ne pas imposer, mais proposer. Donc en fait, pour proposer à l'enfant, il faut un environnement. Donc l'environnement, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce que contient la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc en fait, il faut que l'école, elle soit le plus possible proche qu'elle intègre le plus possible des activités du quotidien. Donc ça veut dire quelque part faire la cuisine, comme un enfant pourrait faire la cuisine avec sa maman, il va apprendre. Ça veut dire bricoler, donc un atelier bricolage, ça veut dire un atelier, enfin, faire de la musique, faire du chant, faire du dessin, aller dans la nature, faire du jardin.
Et c'est ce cadre-là qu'on a à construire, en fait, au sein de l'école. Euh, quand on avait fait l'article, on s'était raconté un peu, tu m'avais bien expliqué que pour toi, c'était aux professeurs de se mettre au niveau de la demande et des besoins de l'élève plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout quelque chose qui change complètement la norme qu'on a en tête. L'autre chose, c'est que quand tu dis ça pour une personne lambda qui connaît l'école, on se demande comment vous faites parce qu'on a l'impression que les enfants qui sont lâchés comme ça va être incontrôlable, que du coup ils pourront rien apprendre et il faut quand même dans dans ces croyances que l'on a, je dirais, il faut quand même les bloquer, les faire asseoir, qu'ils ne bougent pas, qu'ils intègrent, qu'ils apprennent tout ça par cœur. Et on a vraiment l'impression que quoi qu'on ait à apprendre, à quel âge que ce soit, finalement, on doit un peu en baver à la base. Et donc toi, tu confirmes que dans cette école, il n'y a pas ça, mais que malgré tout, les apprentissages, notamment contrôlés par l'éducation nationale, ils sont avérés. C'est-à-dire les enfants savent lire, compter, etc. Bien sûr. Oui, et comment vous gérez ça, tous ces enfants dans tous les sens Ils ne sont pas dans tous les sens, en fait. Non, c'est une représentation. La croyance qu'on a, nous, quand on est parents, qu'on a eu plusieurs enfants, au bout d'une journée, on n'en peut plus. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est vraiment très intéressant ce que tu me renvoies, Diane, parce que, en fait, il y a comme si dans nos croyances au sein de notre société, c'est le fait qu'on doit être quelque part guidé dans le sens de on doit mériter. Ça, c'est le judéo-chrétien. Ça, c'est du judéo-chrétien et on a à s'en libérer. C'est encore une croyance qu'on doit mériter. C'est quelque chose qui est inconsciemment en nous. Donc, nous libérer de ça, c'est fondamental. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais du coup, c'est ce qu'on permet à l'enfant en l'accompagnant de cette façon-là. L'enfant, du coup, se sent libre. En fait, ça ne veut pas dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que le cadre est si important. On doit être extrêmement attentif à la sécurité de l'enfant. Donc voilà, si par exemple il a envie d'utiliser un outil qui risque de le blesser, il faut quand même être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui permettre d'utiliser l'outil. Il faut juste percevoir si l'enfant est en capacité de ne pas se blesser avec cet outil et dans les conditions. Et il y a toute une approche psychologique à faire, une relation particulière avec l'enfant. Un enfant, en fait, quand on a peur qu'il fasse une bêtise, ou même quand il a fait la bêtise, on lui dit quelque part, t'as vu, je te l'avais dit, c'est de ta faute. Ça, c'est quelque part, c'est de ta faute, c'est bien relié à tu l'as mérité. Judéo-chrétien, direct. Donc du coup, l'approche, c'est nous-mêmes les adultes qui devons changer, et c'est pour ça que les parents, c'est une transformation des parents qui s'opère au sein d'une école parentale. Elle est nécessaire, sinon les enfants ne peuvent pas bien s'épanouir. Donc en fait, c'est vraiment l'idée que l'enfant, quand il se blesse, on va lui dire quelque part, donc on va déjà reconnaître sa blessure. On ne va pas tout de suite lui dire c'est pas bien ce que tu as fait. Non, c'est tout de suite tu as mal, déjà on s'occupe de lui, de sa sécurité. Et après, on va lui expliquer, on va lui dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as fait, est-ce que tu t'y es pris de la meilleure façon et tout. Il va réfléchir et on va lui expliquer. Et puis si par exemple il n'a pas encore fait la bêtise, si je puis dire, on va en amont lui dire, par exemple quand on va se promener dans la nature, les enfants quand ils longent la route, ils se prennent par la main deux par deux. C'est le cadre. Voilà, c'est pour la sécurité. Et on n'a même plus à leur dire, on a juste à vérifier qu'ils y pensent tout seuls. Mais à aucun moment on leur dit vous vous êtes pas pris par la main, vous avez encore oublié. Non, c'est pas. Les injonctions n'ont pas leur place, jamais. Donc ils ne le vivent plus comme une contrainte, mais ils l'intègrent comme étant part de leur sécurité, par exemple. Ils le font de leur plein gré sans que ça leur pose un souci de contrainte. Ils comprennent que c'est pour eux. Donc,
D'accord. Parce qu'ils oui, ils sentent que c'est bon pour eux, Voilà. et du coup, ils adhèrent totalement. Ils adhèrent, voilà, c'est Et ça. aussi, ils C'est sentent ça. que c'est pas quelque part pour les contraindre de quoi que ce soit. Mm. Ils sentent que c'est pour leur bien, véritablement. Hein. Et donc là, ça fait quelques mois que tu travailles. Oui. Comment tu pourrais, euh, comment tu pourrais décrire si tu te mettais sur un regard des Ouais. enfants, si tu devais faire une différence entre voir un enfant qui sort d'une école lambda et Ouais. puis de cette école-là, Mm. qu'est-ce que tu pourrais dire que tu vois tout de suite en Mm. fait chez l'enfant? Ce qui est caractéristique, c'est l'expression de l'enfant. C'est-à-dire qu'à à l'école des possibles, on a des enfants qui tous les jours font par exemple un quoi de neuf. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce dont ils ont envie de parler, qu'ils ont vécu la veille ou même le matin même, etc. Donc il y a vraiment une écoute de ce qu'ils ont à dire, une expression libre. Donc, et par exemple, ils vont avoir envie de jouer une pièce de théâtre. Les enfants sont ils se déguisent, voilà. Et ça, c'est permis, ça. Ils vont aller jouer dans la cour. Là, ils ont aussi un petit manège, voilà. Vraiment, et en même temps, ils ont des tâches par rapport au jardin. Il faut qu'ils s'occupent des légumes, il faut qu'ils regardent quand il faut qu'ils soient arrosés. On a aussi un bac où il y a des escargots, donc ils observent, donc il faut qu'ils s'occupent des escargots pour les nourrir. Donc il y a la question de la responsabilité et la question de l'expression libre, c'est-à-dire qu'ils ont eu pendant toute leur éducation en maternelle et primaire, donc une possibilité de parler de ce qui les touche, et de ce qu'ils vivent et de ce qui les touche. Donc ça change tout en fait. Et ils ont eu aussi quelque part une expérience du collectif. Parce qu'en fait, ce qui est favorisé et par rapport à la pédagogie du troisième type, qui est un prolongement de la pédagogie Freinet de Bernard Collot, c'est vraiment quelque part... à un moment donné, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la classe, c'est multi-âge. Donc en fait, on a des enfants, et c'est effectivement très bénéfique, puisque on a des grands qui vont apprendre en transmettant aux petits aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que ça, mais en tout cas... il va aussi se passer quelque chose par rapport à une activité qu'aura envie de faire un ou deux enfants, et qui vont être accompagnés par les autres. Et il va se passer quelque chose où chacun pourra faire ce qu'il a vraiment envie de faire au sein du collectif. Donc il y a un apprentissage du collectif et du coup de la coopération. Donc il y a de l'entraide. En fait, l'entraide, elle est naturelle chez l'être humain. Elle commence à l'enfance et elle continue toute la vie. Donc ça, c'est fondamental. C'est l'esprit d'entraide. Et j'ai envie de dire pour les personnes qui craindraient que le passage en collège serait difficile, eh bien non. Il n'est pas difficile parce que, bon, d'un point de vue des connaissances, des capacités à écrire, à compter et à lire, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est que malgré une forme de rupture qu'ils connaissent au collège, avec le cloisonnement, avec les classes, avec le cloisonnement des matières, en fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent parce qu'ils ont appris à appréhender l'autre dans sa différence. Voilà ce qui est fondamental. C'est-à-dire que, et c'est parce que c'est l'équipe pédagogique qui l'a favorisé, parce que quand, par exemple, un enfant, je ne sais pas moi, j'ai vu, par exemple, dans les premières journées où j'ai enseigné, un des enfants qui a envoyé du sable à un autre. Eh bien, j'ai vu une facilitatrice, une maman qui n'est pas intervenue en disant à l'enfant « Qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas bien !» Non, ça c'est le mode, j'ai envie de dire, classique qu'on connaît, mais nous, on sort de ce mode-là, on apprend, c'est un apprentissage, tout le monde peut le faire. C'est vraiment l'observation de la situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tout de suite voir déjà l'enfant qui a subi quelque chose. Donc, et après, ce qui s'est passé, c'est que il y a l'enfant qui a envoyé du sable, en l'occurrence, à qui on va dire, on lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. On ne lui dit pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc il va expliquer que, par exemple, il a envoyé le sable un peu trop fort
il n'a pas maîtrisé sa force, hein, et qu'il ne l'a pas fait exprès. En plus, ensuite, on peut aller revoir l'autre enfant et lui dire, est-ce que la prochaine fois, tu pourras chercher à envoyer ce sable moins fort? L'enfant, s'il dit, oui, je pense que je vais pouvoir le faire, on demande ensuite à l'autre enfant s'il est en capacité de faire confiance. De faire confiance à l'enfant qui a fait l'erreur. Et du coup, après, il y a vraiment une relation qui se remet en place et un conflit qui est géré de la meilleure façon. Donc, cet apprentissage de la gestion de conflit, il est cultivé au sein des enfants, au sein de l'équipe pédagogique, et c'est nécessaire pour réussir à coopérer. Et c'est pour ces raisons-là que la coopération est possible et qu'évidemment, j'en suis persuadé. Voilà. Et là, dans ton exemple, on peut y voir aussi l'apprentissage pour eux de comment gérer un conflit. Et complètement. La médiation chez les enfants. Ouais. On a des enfants qui sont en capacité d'être médiateurs. On leur apprend à être médiateurs. Et ils le sont naturellement. En fait, l'enfant, j'ai remarqué que les enfants avaient une bien meilleure capacité que les adultes à devenir médiateurs, naturellement. Donc on l'a perdu, en fait, cette capacité au niveau adulte, parce qu'on a été déformé, hein, tout simplement par la société. Et au sein de notre école, on apprend effectivement ça, la médiation entre adultes aussi, puisque quand il y a des petites difficultés relationnelles entre les personnes, tout de suite on les regarde. Et puis d'ailleurs j'ai eu le bonheur d'être médiateur d'un conflit récemment. Et c'est une joie immense, ça a été une joie immense pour moi et pour les deux personnes qui ont bénéficié de cette médiation. Et puis ça a créé une confiance au sein du groupe école qui permet à chacun, on perçoit comme vraiment une possibilité d'être bien ensemble, hein, de réussir cette entente qui permet la meilleure éducation pour les enfants. Et bravo aux parents qui s'engagent sur cette voie-là, parce qu'elles font un cadeau magnifique à leur enfant. Hein. Alors ça coûte 200 à 250 euros par mois, notre école, on a minimisé les frais. Mais c'est 200 à 250 euros par mois qui sont vraiment un cadeau. Moi, je le vois comme un magnifique cadeau qu'ils font à leur enfant. Oui, parce que en fait, ce sera la marque pour leur enfant. Je dirais pas une programmation, parce que ce serait très exagéré, mais ce qui fait leur fondation pour se construire plus tard. Donc c'est d'une richesse incroyable. Incroyable. Oui, c'est vraiment le mot. Tu as utilisé le bon mot. C'est des fondations et tout se passe dès le début de l'enfance. Après, c'est bon, quoi. Ils sont sur les rails. Voilà, tout simplement. Et est-ce que tu connais des enfants qui ont vécu ça et qui après sont repassés dans le système, par exemple au collège, et parce qu'on a l'impression que ça arrive. Enfin, moi, à t'entendre, je me dis ça doit être très violent d'arriver d'un seul coup dans le collège avec des normes tout fermées. Ils arrivent quand même à s'adapter et ils comprennent la différence ou comment. Oui, ça se passe bien. Ouais, Bon, déjà, bien. moi je l'avais entendu, c'est pour ça que j'avais confiance il y a 5 ans, quand j'ai voulu démarrer une école, parce que j'avais entendu notamment Isabelle Peloux, qui est aux Amanins, qui a l'école du colibri, elle s'appelle, et Isabelle Peloux, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui a une référence, a une expérience formidable, et il y a nombre d'enfants qui en collège, pour lesquels ça s'est très bien passé. Les enfants de notre coordinatrice de l'école a observé pour son enfant une facilité d'adaptation. Donc en fait, il s'adapte parce que quelque part, ils appréhendent mieux la différence à la fois donc, de leurs camarades, du rythme, et aussi ce qui est vraiment caractéristique, c'est qu'ils peuvent dire, ils réussissent à dire quand ça ne va pas pour eux. C'est souvent ce que les autres enfants ne réussissent pas à dire. Ils ont été habitués à s'exprimer, à dire ce qui n'allait pas. Donc, et ils le disent d'une façon quelque part qui n'est pas dérangeante pour l'autre. Voilà, on sait que le non-verbal est très important, donc du coup ça ne heurte pas quand un enfant qui a ce qu'on appelle une assertivité peut dire non, ça ne me convient pas, d'une façon tranquille, mais c'est un non quand même, et ben il ne heurte pas ses camarades ni l'équipe pédagogique, donc l'adaptation se fait plutôt bien. Ouais. D'accord. Et alors donc,
pour les enfants dans les différences que tu vois, donc tu vois donc cette différence d'expression, Ouais. Mm. est-ce que tu vois autre chose? Oui, je vois un épanouissement en fait, de la vie. D'accord. Chez l'enfant, il est vivant parce qu'il a été habitué à vraiment s'émerveiller, quoi, en fait. Euh, nos enfants s'émerveillent pendant tout leur temps scolaire. Ils s'émerveillent, ils vont 2 jours en nature, ils vont faire des sorties très fréquemment, culturelles ou Mhm. autres. Hein. C'est pas que des sorties nature, mais il y a minimum 1 jour et demi dans la nature. Euh, ils dessinent, Mhm. donc ils s'épanouissent, ils chantent, ils dansent. On a des intervenants extérieurs qui apportent des compétences complémentaires. Là, on a eu récemment un éleveur d'escargots. C'est passionnant, l'escargot. On a aussi quelqu'un qui a des ruches, qui a expliqué comment fonctionne la ruche. Ensuite, on a eu un parent là, qui nous a amené une ruche qui a été abandonnée. Donc, à partir de là, on, voilà, on revisite tout ça. Et du coup, euh, voilà. C'est vraiment fondamental de comprendre, de comprendre ça. Et c'est ce qui permet l'épanouissement, comme je le disais tout à l'heure, quoi. Oui, dans une des conférences qu'on a vues du colloque sur la dérive totalitaire sur les Ouais. enfants, Mhm. Cécile Machac expliquait que dans le mouvement, ça aide à la mémorisation en fait. Le Oui, tout à mouvement, le fait. toucher, l'émotion, Mhm. Ouais. et que donc effectivement, on ne peut pas demander à un enfant d'apprendre comme ça assis Ouais. sans bouger, qu'il faut qu'il touche, qu'il faut qu'il Absolument. l'entende, qu'il Ouais. ressente, qu'il puisse se mouvoir comme il Ouais. veut, que c'est Ouais. extrêmement important. Et alors, euh, qu'est-ce qui amène parce que bon, les enfants sont petits, qu'est-ce qui amène les parents à faire ce choix-là en fait? Est-ce que tu as un panel de raisons? Est-ce que tu as un profil, je vais dire psychologique, mais c'est très exagéré, mais quel Ouais. type de parent a envie de ça en fait? Ben, je pense que ce que j'ai observé, c'est que les parents de l'école se sont questionnés sur leur propre enfance et sur leurs propres difficultés vécues à l'école, en fait. Donc, du coup, ils vont forcément se questionner sur une autre éducation pour leur enfant. Ils vont chercher et ils vont rencontrer évidemment les écoles alternatives. Ils ont tout ça comme caractéristique et c'est très ancré en eux. Donc, il y a également les, les familles qui ont choisi l'instruction en famille. Donc les parents qui ont choisi l'instruction en famille pour leur enfant, c'est la même chose. Ils ont conscientisé que eux-mêmes ont souffert de l'institution et du coup ils ne veulent pas faire subir ça à leur enfant. Donc ils cherchent des solutions. On a actuellement d'ailleurs des parents de l'instruction en famille qui viennent dans notre école 1 jour ou 2 jours. Et c'est très intéressant parce que ce dont a besoin l'enfant, c'est de la diversité. Donc c'est vrai que ce qui se vit à l'école, c'est pas forcément facile en instruction en famille de faire rencontrer plusieurs familles, des enfants de plusieurs familles, etc. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ce qui vraiment est essentiel dans notre école, dans une école alternative en général, c'est la créativité. Ça permet la créativité. En fait, l'épanouissement, c'est la créativité, c'est ce qui est posé dans la plupart des concepts des pédagogies alternatives. La créativité, c'est l'épanouissement, c'est quelque part la joie. En fait, les enfants dans notre école sont toujours joyeux, quoi, en fait. C'est juste ça qui est merveilleux. Hein. Voilà, donc, Ça paraît presque incroyable. bah oui, moi aussi. Moi, je ne pensais pas que c'était possible à ce point-là, quoi. Ouais. Ouais. Et vraiment, c'est un terreau, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui est là et qui est une réalité. Après, ça ne veut pas dire que ça marche bien dans toutes les écoles alternatives, parce que, comme je l'ai évoqué, il y a la question des conflits. J'ai eu l'occasion d'être médiateur, et moi, ça m'a paru tout de suite essentiel de gérer d'éventuels conflits qui se présentaient. Et c'est vraiment, pour moi, ce que je vois, c'est les relations saines, en fait, au travers de la gestion de conflits, c'est avoir toujours des relations saines, chaque jour, chaque heure, chaque minute, toujours s'inquiéter de comment est l'enfant dans
dans son bien-être, hein. Vraiment le bien-être de l'enfant et le bien-être des parents. Malgré les soucis du quotidien, à un moment donné, il y a toujours des solutions à trouver, souvent ensemble, en collectif. On a beaucoup de discussions entre le facilitateur, des parents. Il y a des parents qui rencontrent des difficultés économiques ou de vécu difficiles dans leur vie, au sein de l'école alternative aussi. Et du coup, il y a une vraie relation avec eux, entre le groupe école, les adultes, bien sûr, et donc cet éventuel parent qui est en difficulté. C'est une écoute permanente, chacun écoute l'autre. C'est la triade, c'est vraiment la triade enfant, parce que l'enfant est au cœur de tout ça, puisque l'enfant c'est une éponge. Donc quand le parent va pas bien, l'enfant va pas bien. Donc on le ressent à l'école. Donc si on ne s'occupe pas de tout ça, on ne peut pas avoir un écosystème qui fonctionne. Voilà. Et c'est une réalité qu'il faut s'occuper de tout ça, et ça marche. Ça marche. Donc les enfants sont émerveillés, très heureux à l'école. Le directeur aussi. Ouais, le directeur aussi. Ça remplit de joie aussi. Ça répond vraiment à ce que tu attendais, pouvoir. Tu es dans ta vocation. Oui, je suis vraiment dans ta vocation, ta passion même. Ah oui, ma passion. Et je contribue de la meilleure façon dans ma vie et j'en suis heureux, quoi. C'est juste magnifique. Ma vie est magnifique et à l'école, tout se passe pour le mieux. Ouais. Ce que je voulais peut-être dire pour terminer, c'est que je me souviens avoir lu le livre de John Holt, qui est disons, un psychopédagogue assez connu. Et dans son livre, si je retiens une chose, c'est que, et j'ai retenu à l'époque, il y a 6-7 ans, quand j'ai lu son livre, quelque chose de fondamental et que j'ai toujours en tête, c'est que l'apprentissage, c'est quand on a appris une chose tout seul, on peut tout apprendre tout seul. Tout seul. C'est formidable. En fait, l'humain est juste magnifique, quoi. Et moi, je le vis dans ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je me dis, j'ai réussi à faire ça tout seul. J'ai réussi à cheminer. Il y a le tâtonnement expérimental qu'a amené Freinet notamment, et c'est vraiment la construction de langage dont je parlais. En fait, on n'a pas conscience qu'on se construit en suivant les apprentissages, des choses nouvelles qu'on apprend, on se construit des langages pour réussir à faire tout seul ce qu'on ne réussissait pas avant à faire. Et si on a été dans une disposition, un écosystème qui nous a permis d'apprendre une chose tout seul, eh bien on perçoit qu'on peut tout apprendre tout seul. On peut tout apprendre tout seul dans le sens où on peut en quelque sorte aller chercher les ressources par soi-même aussi, de l'adulte qui peut nous aider, ou de l'autre enfant plus grand. Avoir la confiance de trouver les moyens pour... mais tout seul dans le sens où l'adulte qui va nous aider, il ne va pas nous donner la solution. Il va nous guider vers la solution, il va nous donner des pistes. Et à aucun moment, faut vraiment donner une solution, quoi. Faut permettre à l'enfant de faire le cheminement par lui-même, ce tâtonnement qui lui permettra de contacter la grande joie de faire tout seul. C'est incroyable ce que j'observe à l'école. Un enfant, quand on lui permet ça, il va contacter une joie d'avoir réussi à faire par exemple, je ne vais pas donner son prénom, mais il y a un enfant qui veut, vous savez, quand ils sont sur leur vélo dans la cour, ils vont faire des obstacles, et puis quand par exemple ils vont faire une espèce de balance, et l'enfant, je me souviens avoir cherché à aider cet enfant à passer cet obstacle, il m'a dit non. J'ai vu qu'il ne voulait pas, parce qu'il voulait le passer tout seul, il voulait réussir tout seul à le passer. Et à partir du moment où il le passe, il contacte une capacité, une confiance en lui, et du coup, c'est ça. Et j'ai observé que les enfants, il fallait leur permettre ça. Quand ils font un puzzle, il faut absolument qu'ils trouvent tout seuls. Il faut juste peut-être leur donner quelques pistes de raisonnement. Mais en même temps, il y a l'entraide, et en même temps, il y a le fait, j'arrive à faire tout seul, en fait. C'est quelque chose de subtil. Ensemble, d'accord. Et puis c'est comme dans la créativité, quand ils dessinent, évidemment, ils contactent beaucoup de plaisir à voir leur dessin. Et là, c'est intéressant parce
ce que je peux dire aussi pour terminer, c'est ce qu'a fait Picasso avec sa fille. En fait, Picasso, quand sa fille était heureuse d'avoir fait un beau dessin, et quand sa fille amenait à son père son dessin pour effectivement lui demander est-ce que tu le trouves beau mon dessin, Picasso répondait à sa fille et toi est-ce que tu le trouves beau ton dessin? C'est ça en fait. C'est ça l'important. Ouais. C'est ça l'important. Ouais. Et ça me rappelle un test qui avait été fait sur des professeurs justement pour tester cette forme d'obéissance où on leur demandait de faire un magnifique dessin. Ouais. Ils avaient plusieurs heures et à la fin on leur disait maintenant vous prenez votre dessin, vous le mettez à la poubelle. Ouais. Et en fait il y avait très peu en fait, certainement en parallèle à l'expérience de Milgram, qui acceptaient de mettre leur dessin à la poubelle en fait. C'est clair, c'est clair. Ouais. Voilà donc. Bon. On peut terminer par ça. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pascal. Merci, Diane. On se tient au courant, on viendra certainement te voir dans l'école et puis faire un reportage et puis voilà. Oui, sur le terrain, ce sera très bien aussi. Oui, ce serait chouette. Ce sera bien complémentaire. Merci en tout cas de ton temps. Merci beaucoup Diane. Merci.